Très bien, les amis, bon jeudi à tous. Ceci, bien sûr, est le dernier épisode avant que nous prenions une pause d'une semaine, car nous avons énormément de recherches à faire. Et je vais vous dire, cet épisode va être explosif. L'un de nos spectateurs, et vraiment, je n'arrive pas à croire que j'ai raté ça, a trouvé un certain John Trogno entrant aux États-Unis en 1961. En plus de cela, certains d'entre vous m'ont envoyé des messages à propos de la série White Lotus et du fait qu'il y a ce thème d'inceste complètement aléatoire qui apparaît soudainement dans la saison récente. Et d'une manière ou d'une autre, ce terme, White Lotus, est apparu dans mes recherches. Je vous le dis, tout cela devient vraiment fou. Alors, bienvenue à nouveau sur Candice. Pour être honnête, fou n'est même pas suffisant. C'est carrément insensé, tout ce qui se passe dans le monde. Je vais donc d'abord expliquer cette expression que nous utilisons en Amérique, car je sais que nous avons beaucoup de spectateurs internationaux. Il y a une expression en Amérique, « a hit dog will holler ». D'accord? « A hit dog will holler ». Ce que cela signifie, c'est que parfois, sans vouloir offenser qui que ce soit, on peut dire quelque chose. Et les gens se sentent offensés, presque comme s'ils étaient déclenchés. Cela suscite une réaction à laquelle on ne s'attend pas et on se dit « Ah, la raison pour laquelle tu as réagi comme ça, c'est parce que tu es un chien blessé qui hurle. Tu as réagi ainsi parce qu'il y a quelque chose que tu sais. Ce n'est pas à cause de ce que j'ai dit. C'est à cause de qui tu es. » D'accord, je vais te donner un exemple. Je crois que c'était en 2022. Très étrange. J'ai tweeté à propos du génocide. J'ai dit quelque chose de parfaitement normal. J'ai tweeté « Le génocide est toujours mal ». C'est ça. Le tweet exact était « Aucun gouvernement, n'importe où, n'a le droit de commettre un génocide. Jamais. Il n'y a aucune justification pour un génocide. » Je n'arrive pas à croire qu'il faille même le dire ou que ce soit considéré comme ne serait-ce qu'un tant soit peu controversé de l'affirmer. Je réagissais à quelque chose qu'un membre du Congrès avait dit, à savoir qu'il n'existait pas de vie palestinienne innocente. Et puis tout à coup, une personne qui était autrefois un ami à moi, Dave Rubin, intervient et devient vraiment sur la défensive à propos de la question de savoir si oui ou non les Palestiniens sont victimes d'un génocide. C'était vraiment au tout début. C'était comme tu l'as vu en fait en 2023. Il a tweeté. Qu'est-ce qu'il a tweeté? Je crois qu'on l'a. Il avait tout un graphique prêt. Eh bien, comme tu le sais sûrement, Candace, la population palestinienne a été multipliée par plus de 5 au cours des dernières décennies. Mais merci de prendre une position ferme contre le génocide déclaré des Juifs par le Hamas, qui figure dans leur charte. Je ne parlais pas des Juifs. En fait, je m'en prenais à un membre du Congrès, Brian Mass, qui avait dit quelque chose de vraiment inacceptable. Et soudain, il dit « Oh, regarde ça. Les Palestiniens, ils sont tellement vivants. C'est 5 fois la population. Et les Juifs vont être exterminés. » Je me dis « Waouh, c'est vraiment une réaction inattendue. » Et maintenant, avançons dans le temps. C'était en 2023. Maintenant, avançons jusqu'en 2025. Et oui, eh bien, les gros titres sont un peu différents. Et on dirait qu'il savait peut-être où tout cela allait mener, non? C'est The Guardian qui nous le dit. Littéralement, je crois que cela a été publié hier. Les propres données de l'armée israélienne révèlent un taux de mortalité civile de 83% dans la guerre de Gaza. Donc oui, ils étaient au courant de tout ça et paniquaient dès que quelqu'un utilisait ce terme, réagissant de façon excessive chaque fois que quelqu'un parlait de génocide. De la même manière, un autre exemple, c'est que j'ai fait un épisode en 2022 et je parlais de l'histoire de la psychologie. C'était littéralement moi en train de dire « Oh là là, les psychologues ont quand même fait des choses assez sadiques et malsaines. » En plus, beaucoup d'entre eux étaient aussi des pédophiles. Et voilà que, dans les médias, il y a eu cette réaction de se précipiter pour défendre Sigmund Freud, pour faire comme si j'étais folle d'oser aborder ce sujet. À la base, je voulais juste faire un épisode sur l'histoire de la psychologie, mais la réaction, le fait que certains se sentent visés et crient au scandale, m'a fait penser « Ok, il y a peut-être quelque chose de plus profond ici, une tendance. » J'ai donc commencé à lire des livres et à en apprendre plus sur l'histoire de Freud en psychologie.
Et c'était bien plus sombre que ce que j'aurais jamais pu imaginer. Et maintenant, on a ce club de lecture où l'on découvre que Sigmund Freud couvrait en réalité des cas de maltraitance d'enfants. Eh bien, le chaos a aussi été l'une des raisons pour lesquelles je suis tombée aussi profondément dans ce terrier de lapin. C'est un livre écrit par Tom O'Neill, Charles Manson, la CIA et l'histoire secrète des années 60. Les années 60 en Amérique. Ce que j'ai retenu de ce livre, c'est que le monde est une scène, n'est-ce pas? Il s'agissait des meurtres de Manson. Tout ce que le public pensait savoir sur les meurtres de Manson s'est avéré en grande partie faux. Les meurtres de Manson impliquaient aussi, bien sûr, Roman Polanski, n'est-ce pas? L'histoire officielle, Roman Polanski, Sharon Tate. Elle est enceinte. Elle se fait sauvagement assassiner. C'est une tragédie pour lui. Puis tu lis le livre et tu te dis « Waouh, ils étaient impliqués dans des trucs sexuels bizarres. Rien n'est de ce qu'il paraît. » Il a engagé un photographe pour l'observer, ou il a emmené un photographe avec lui pour le regarder faire son deuil dans la maison. Des choses très étranges. Comme je l'ai dit, ce que j'en retiens, c'est que le monde est littéralement une scène de théâtre et qu'il existe en fait des acteurs de niveau militaire qui utilisent la presse comme troupe de soutien pour nous convaincre, nous, le public, sans méfiance, que certains événements ont eu lieu dans le monde alors qu'ils ne se sont peut-être en réalité jamais produits, ou peut-être pas de la façon dont nous pensions qu'ils s'étaient produits. Ce livre m'a fait prendre conscience du pouvoir de la psychologie, du pouvoir de la propagande. Ces deux termes sont en réalité apparentés. Par ailleurs, Sigmund Freud, le créateur de la psychologie moderne, était un parent direct d'Edward Bernays. Il était son neveu, qui fut le père de la propagande. Tout est donc lié. Edward Bernays, soit dit en passant, était le père de la propagande militaire. Il s'est impliqué. La Seconde Guerre mondiale, convaincre les Américains. Et c'est comme si vouloir génocider les Allemands était tout à fait normal. Génial. Il est « Oh, les Allemands sont tellement méchants. On peut faire ça avec des films. » Nous allons créer cette image et nous allons faire la guerre. Eh bien, récemment, les amis, il y a eu un autre chien touché, comme vous l'avez suivi dans cette série, qui a poussé un cri strident. Et je dirais que cela a pris la forme du procès extraordinaire d'Emmanuel Macron contre moi. Jamais auparavant personne n'avait intenté un tel procès. Il est paniqué. On ne sait pas pourquoi il est paniqué. Mais il inclut de façon aléatoire dans ce procès, parmi les allégations et accusations portées contre moi, des éléments qui l'ont complètement fait basculer. Les choses que j'ai faites ont fait perdre pied au couple présidentiel. Il mentionne le fait que j'évoque MKUltra à plusieurs reprises dans la série. En réalité, ce n'était pas tout au long de la série. En fait, il mentionne ce programme MKUltra 18 fois dans ce procès. D'accord. Dans le procès intenté contre moi, MKUltra est évoqué 18 fois. Je suis désolée, mais ce n'est pas étrange, ça? Qu'est-ce qu'il y a dans MKUltra qui l'a autant perturbé au point qu'ils écrivent là-dessus avec autant de véhémence? Et je vais vous montrer ici, dans le procès, en bas de la page. 59 paragraphes, 132 à 133. Nous n'allons pas passer en revue les 18 exemples. Vous pouvez lire ce procès et taper vous-même MKUltra pour voir que tout ce que nous vous disons est vrai, mais ils ont écrit pour encourager. En fait, en haut du paragraphe 132, vers la fin de l'épisode 2, Owens a tourné son regard vers le président Macron pour commencer à semer l'idée qu'il serait le produit de MKUltra, qui est un programme de contrôle gouvernemental ou un programme similaire. Vous pouvez voir que ce n'est pas, entre guillemets, je n'ai jamais dit ça. MKUltra était un programme secret de la CIA menant des expériences sur des humains pour développer des techniques de contrôle mental avec des drogues, la manipulation psychologique et la torture. C'est vrai. Ils écrivent ensuite, pour encourager la suspicion, qu'Owens a qualifié l'enfance du président Macron de « trou noir » avec très peu d'informations disponibles. Elle a suggéré que son éducation pourrait être liée à des activités clandestines. Un complot gouvernemental parce que son père, un complot gouvernemental clandestin parce que son père était psychiatre et sa mère pédiatre. Owens a fait référence au livre Chaos sur le programme MKUltra de la CIA et a dit aux spectateurs que son contenu serait pertinent au fil de cette série, alors que nous découvrons certains programmes gouvernementaux impliquant de nombreux psychiatres. Tout semble s'emboîter. Ouais, pourquoi es-tu aussi réactif à mon sujet? Et ce que j'ai réellement fait, c'est parler du fait que, tout au long de l'enfance d'Emmanuel Macron, il a été isolé.
D'accord, ses camarades de classe ont témoigné et ont dit qu'il était un solitaire. Il était toujours seul. Il a témoigné en disant qu'il était vraiment un rat de bibliothèque, qu'il se perdait dans les livres avec sa grand-mère. Et puis j'ai parlé de la façon dont l'un des objectifs du programme MKLHL était d'isoler des individus pour voir comment ils réagiraient après avoir été isolés. Je veux dire, c'était une époque sadique. Les années 60 étaient tout simplement une époque sadique. J'ai bien précisé que nous n'avons aucune idée de si le programme est devenu mondial ou non. Nous savons que la majorité des dossiers ont été effacés, effectivement détruits par le gouvernement parce qu'ils ne voulaient pas que les gens sachent ce qu'ils étudiaient. Tout tournait autour du contrôle de l'esprit. Pourquoi Macron est-il contrarié? Pourquoi les régimes et Emmanuel sont-ils contrariés que j'ai mentionné cela dans l'épisode 2 de cette série? La série parle du fait que votre femme serait née homme. Vous vous focalisez de façon obsessionnelle sur le programme MK Ultra au point qu'il est mentionné honorablement 18 fois dans ce procès concernant tout ce que j'allègue. Pourquoi est-ce que cela a sérieusement déclenché une réaction chez le couple? Eh bien, vous vous souviendrez qu'il y a quelques jours, quelqu'un a vu une photo qui, selon lui, ressemblait à Jean-Michel Dragneau. N'est-ce pas? Je vous montre ici la comparaison côte à côte. Ils ont dit « Je regarde un documentaire, j'observe ce profil et regardez, on dirait que ça pourrait être lui. » Maintenant, je regarde ça et je vais vous dire ce que je vois de mes propres yeux. On peut remettre ça à l'écran, Skylar. À droite, on dirait quelqu'un comme un étudiant, non? Et il est en train d'écrire, et oui, la ligne de cheveux peut sembler similaire, mais honnêtement, on ne savait pas. On ne savait pas. Mais étant donné le procès extraordinaire et sans précédent que ce couple intente contre moi, nous allons suivre toutes les pistes possibles. C'est ça, nous voulons maintenant arriver à la véritable vérité. Nous n'en avons pas encore fini avec cette série. Cette série doit devenir ma vie parce qu'ils menacent toute ma vie. C'est ça. Ils veulent me poursuivre jusqu'à me faire disparaître. Pourquoi? Pour avoir fait un reportage sur un livre? Ça n'a aucun sens. Comme je l'ai dit, nous n'étions pas certains. Nous suivons simplement des pistes. Et encore une fois, Brigitte, comme nous le savons, a déclaré de façon assez mystérieuse lors d'une interview en 2018 qu'elle avait passé beaucoup de temps pendant son enfance aux États-Unis, qu'elle gardait de bons souvenirs des États-Unis, qu'elle avait célébré l'alunissage avec des Américains. Donc cela signifie, pour être clair, que son nom est Brigitte Marie Trogneux. Nous devrions pouvoir trouver Brigitte Marie Trogneux ayant été enregistrée à plusieurs reprises comme étant entrée aux États-Unis dans les années 60. Mais nous n'avons rien trouvé. Brigitte Brie. Nous n'avons pas non plus trouvé Jean-Michel Trogneux dans aucun registre des États-Unis, ni dans les manifestes de navires que nous avons l'habitude de consulter. Et je veux que vous sachiez cela. Le nom de famille Trogneux est extrêmement rare. C'est presque comme si, en commençant à s'intéresser à cette histoire, elle n'existait qu'exclusivement dans la région d'Amiens et autour. Ce n'est même pas un nom courant dans toute la France. C'est juste dans cette région du Nord. C'est là que l'on commence à voir tous ces Trogneux. Et de la même manière, aux États-Unis, nous avons en fait décidé de faire une recherche. Il y a une seule personne aux États-Unis, vivant aux États-Unis, qui porte le nom de famille Trogneux. D'accord. Une personne au hasard dont on suppose qu'elle n'a aucun lien avec cette histoire. Alors on se dit, bon, quelles sont les chances qu'on puisse réellement retrouver Brigitte, Jean-Michel? J'ai cherché partout, essayé Jean-Michel, John Trogneux, rien n'est ressorti. Et puis hier, nous avons reçu un email explosif, et nous en sommes au tout début, les amis. Alors soyez patients pendant que je vous explique tout ça. Bien sûr, il est possible que nous commettions des erreurs. C'est une enquête en cours. Si nous faisons des erreurs, nous les corrigerons à l'avenir. Maintenant, je vais protéger l'identité de la personne et ne pas lire son nom afin qu'elle ne soit pas poursuivie inutilement par le président de la France. Ils ont dit « Caniche, je suppose que tu as vu qu'un certain Jean-Marie Trogneux est entré aux États-Unis dans les années 1960. » Et moi, je me dis « Non, absolument pas. » Voir qu'un certain Jean-Marie Trogneux est entré aux États-Unis dans les années 1960. C'est à peu près la période idéale que nous recherchons pour Jean-Michel Trogneux et ce n'est pas un nom de famille courant. Et ils me disent « Oui, c'est sur le site du département de la justice. » C'est dans un document aux Archives nationales. Tu peux voir qu'un certain Jean-Marie Trogneux est entré aux États-Unis et il est inscrit comme membre d'équipage à bord d'un cargo français, le
27 août 1961. D'accord. Donc Jean-Michel aurait eu 16 ans et nous n'avons aucune trace de Jean-Michel pendant ces années-là, n'est-ce pas? Nous ne savons pas où est allé Jean-Michel. Nous ne savons pas vraiment non plus où est allée cette première dame lorsqu'elle passait du temps en Amérique. Ce Jean-Marie, et nous pouvons vous montrer ce document, nous pouvons le retrouver. Vous pouvez le voir en bas, là. Jean-Marie, cela nous indique les 4 derniers chiffres du passeport. C'est 3408 et qu'il était graisseur. Et oui, ailleurs, nous avons trouvé que nous pensons qu'il venait du Havre, en France, qui est un port mais aussi une ville en France, et qu'ils ont fait une escale en Colombie-Britannique. Alors, Canadiens, si vous faites attention, cette escale d'ailleurs a eu lieu le 25 août, 2 jours plus tôt, en 1961, ils étaient en Colombie-Britannique. Et puis, ils ont terminé ce voyage Pierre-Auguste le 27. Et ils ont ensuite débarqué à Seattle. D'accord. Très intéressant. D'accord. C'est un équipage et nous sommes maintenant sur la côte ouest. Je vais supposer à nouveau que cette personne doit être apparentée, car nous savons que Marie est leur nom de famille. Voici le nom du père, Jean-Michel Marie Truong Ngo. Il s'agit toujours du deuxième prénom de Brigitte, Brigitte Marie Truong Ngo. D'accord. C'est donc intéressant. Là encore, cela se passe durant les années de disparition de Jean-Michel Trogneau. De plus, ce que l'on apprend de ce document, c'est que le capitaine du navire s'appelle Guy Choplin. D'accord. C-H-O-P-L-I-N. Et j'ai épluché tout ce que j'ai pu trouver sur cette personne. Nous n'avons pu retrouver qu'une seule photo de ce capitaine dans ce magazine de la marine plutôt confidentiel. Et Skylar, tu dois me le rappeler. Oui, c'est le Michigan. D'accord. Vous pouvez le voir juste là. Il s'agit du MS Michigan, ce bulletin des Marines. Vous pouvez voir là, sur la gauche, que c'est un... Voici le capitaine Guy Choplin, à qui l'on remet une photo. Je vais vous lire la légende. C'est écrit en petits caractères, alors soyez indulgents. Le capitaine Guy Choplin, commandant du nouveau MS Michigan des lignes françaises, reçoit une photo encadrée du port de Seattle de la part d'une délégation de la Chambre de commerce junior de Seattle. Le navire construit en France effectue son voyage inaugural vers la côte Pacifique. On participait aux brèves cérémonies et il nous dit ensuite que c'est Charles MacLeod et que c'est Rolanda Luna qui tient la photo à gauche. Et puis il y a le capitaine Choplin qui ne regarde pas vers le haut, donc on ne peut pas vraiment se faire une idée de son apparence, même s'il regarde droit devant lui, et aussi un certain Donald R. Tate, Compagnie générale des navires à vapeur Limited, est l'agent général de Pacific Coast Freight pour cette ligne. La photo était un cadeau de la commission du port de Seattle. Maintenant, il y a une chose sur laquelle je me pose une question. C'est à propos de la General Steamship Corp. Ce n'est pas elle qui possède le navire. Cela pourrait avoir du sens d'ailleurs. Je vous avoue franchement que je ne connais absolument rien au domaine du transport maritime. Donc j'attends avec impatience les conseils qui vont affluer. Vous pouvez probablement même regarder cette photo et la tenue qu'il porte et m'en dire plus, non? Si vous connaissez le transport maritime, vous connaissez le transport maritime. Si vous connaissez les cargos, si vous connaissez les équipages, à quelle fréquence les équipages changent. Le fait est que cette personne est répertoriée comme membre d'équipage de ce navire. Nous n'avons pas pu trouver ce type, Choplin, en dehors de cette photo. Maintenant, concernant le navire, cependant, parce qu'ensuite on s'est dit, d'accord, qu'est-ce qu'on peut découvrir sur ce navire? Il n'y avait pas grand-chose, mais une chose très intéressante a été découverte. Maintenant, vous vous souviendrez que Jean-Michel Trogneau, quand on réfléchissait à cette histoire de Stanford, on s'est dit, eh bien, on sait qu'il a un dossier militaire. On sait qu'il était à Speyer, en Allemagne. Il était sous-officier, et puis la piste s'est un peu refroidie. Il est en Allemagne, c'est la dernière chose qu'on sait, puis la piste s'arrête. Il joue au hockey. On vous en a parlé. Je sais qu'il y a des gens en Allemagne qui cherchent, qui essaient de trouver des photos et qui nous aident là-bas. Nous apprécions vraiment cela. Mais malgré ces informations, il aurait été exagéré de supposer qu'il se trouvait à bord d'un navire qui, d'une manière ou d'une autre, se serait retrouvé près de l'université de Stanford. Juste à temps pour une expérience psychologique qui a eu lieu en 1971. C'est un peu tiré par les cheveux. Il n'y a littéralement aucune preuve de cela, n'est-ce pas?
Mais il n'est certainement pas exagéré de dire que, qui que soit ce Jean-Marie Trogneux, d'accord, on peut potentiellement le situer précisément près de l'université de Stanford à partir de 1971. Vous voulez savoir pourquoi on peut faire ça? Parce que, eh bien, comme vous venez de le voir, il est inscrit comme membre de l'équipage du MS Michigan. Et en 1971, le MS Michigan faisait des trajets spécifiquement de l'Allemagne vers Oakland, en Californie. D'accord. Comment le sait-on? Nous l'avons appris grâce à la plainte la plus obscure et aléatoire qui a été déposée. J'aime bien le karma de cette histoire. C'est juste qu'il y a eu un procès qui nous permet de potentiellement situer ce Jean-Marie Trogneux comme une personne travaillant sur ce bateau. Il y a eu un procès aléatoire intenté contre la compagnie maritime pour avoir endommagé de la marchandise. La plainte a été déposée par les Varian Associates contre la Compagnie Générale Transatlantique. Alors, la Compagnie Générale Transatlantique, c'est en fait une entreprise française qui possède le navire. Et donc, on peut le voir tout en haut, là. Il est écrit la Compagnie Générale Transatlantique, ce que je pense... La personne qui la dirigeait a reçu la médaille présidentielle de la liberté en 1955 en France. Ce serait donc intéressant de voir s'il existe des photos de cela, de savoir qui c'était. Bref. Je ne vais pas vous ennuyer avec les détails de ce procès, mais la compagnie française faisait appel d'une décision d'un tribunal inférieur qui l'avait déclaré coupable d'avoir endommagé des cargaisons, notamment un électroaimant de 8000 livres, et ils les ont déclarés coupables et redevables de 35 000 $, ce qui n'était pas une petite somme dans les années 70. Mais le procès énumère les faits de ce qui s'est passé. Le procès indique, je cite, « Le 18 janvier 1971, Varian a passé un contrat avec la compagnie maritime française pour expédier un système de spectromètre emballé dans 6 caisses distinctes d'Oakland, Californie à Hambourg, Allemagne de l'Ouest. » Bon, pour être clair, Oakland se trouve à environ 35 minutes en voiture de l'université de Stanford. Donc, pour ceux d'entre vous qui ne sont pas de Californie, c'est juste à côté. C'est vraiment, vraiment tout près. Je suis allée à Oakland, j'y ai parlé, puis j'ai pris la route pour aller parler à l'université de Stanford. On peut en quelque sorte tout faire d'un coup. Toutes les universités sont juste là. UCLA, Berkeley et l'université de Stanford incluses. Donc je me suis dit, OK, c'est vraiment intéressant. Maintenant, on sait que ce paquebot faisait des allers-retours et j'aimerais bien savoir si Jean-Marie Trogneux était membre de l'équipage pendant ses rotations en 1971. Trouvez-moi Jean-Marie Trogneux. Ça devrait être très simple. Comme je l'ai dit, il n'y a pas beaucoup de personnes parmi lesquelles choisir. D'accord, maintenant, je voudrais dire quelque chose à propos de l'expérience de Stanford, parce que beaucoup d'entre vous nous ont envoyé des emails à propos de cette photo. Comme je l'ai dit, on dirait qu'il prend des notes. Et vous disiez tout d'abord, je devrais vous informer que tous nos mondes sont en train de converger. Et pour revenir à ce livre, Chaos, que, pour une raison quelconque, nous n'avons pas le droit de discuter sans contrarier le président de la France. Eh bien, je me souviens que l'université de Stanford a été mentionnée plusieurs fois, notamment en lien avec MKUltra. L'expérience MKUltra, comme le dit le président, était cette opération psychologique secrète menée par le docteur Joyeux West. C'est le méchant de tous les méchants, le docteur Joyeux West. Et quand vous lirez ce livre, on se dit juste « Waouh, je n'en reviens pas des années 60. Je ne fais confiance à rien de ce qui vient des années 60. » Or, chose intéressante, Jolie West, d'après les informations de Tom O'Neill, a étudié à l'université de Stanford. Il a effectué un stage de recherche à l'université de Stanford en 1966. D'accord, donc on sait avec certitude, d'après ce livre, qu'il y avait des étudiants de Stanford, des étudiants en master ou en doctorat, qui travaillaient avec Jolie West. Tout ce qui s'est passé dans ce livre, je ne vais pas tout résumer, mais cela vous est expliqué dans cette page de Chaos. À la fin de l'automne 1966, Jolie West est arrivé à San Francisco pour étudier les hippies et le LSD. La région de la baie avait connu une migration sans précédent de jeunes issus de la classe moyenne, avec une explosion de la consommation de drogues récréatives. West estimait qu'il devait en être témoin de ses propres yeux. Il a obtenu une subvention gouvernementale et a pris une année sabbatique de son poste de professeur à l'Université de l'Oklahoma, officiellement pour suivre une bourse à Stanford. Bien que cette université n'ait aucune trace de sa participation à un programme là-bas. Donc, c'est comme s'il était allé là-bas pour une bourse, mais il n'y a aucune trace de cela, ce qui, si vous avez lu Chaos, vous savez, tous les dossiers ont été détruits,
Et s'il n'y avait pas eu le fait que ce journaliste, Tom O'Neill, ait commencé à fouiller dans des dossiers obscurs de l'université, Jolie West, jusqu'à sa mort, a nié avoir quoi que ce soit à voir avec MK Ultra. Et malheureusement pour lui, Tom O'Neill est arrivé et il a révélé toute l'affaire. Il était donc très doué pour effacer ses traces, jusqu'à ce qu'il les retrouve dans une boîte que Jolie West avait donnée. Je ne me souviens plus si c'était à l'UCLA ou à quelle université c'était après sa mort. Après sa mort, il y avait des tonnes de boîtes et Tom O'Neill a pris le temps de les examiner. Bref, pour finir, je veux souligner autre chose d'intéressant. Une grande partie de ce que le public a entendu à propos de l'expérience de Stanford était un mensonge, d'accord? Il y a eu des accusations de mauvaise foi, de jeu intentionnel, parce qu'ils voulaient dire qu'ils avaient obtenu une réaction spécifique en ayant mené cette expérience. Et vous vous souviendrez que j'ai parlé de ce type, David Eshelman, qui était aussi connu comme le John Wayne de l'expérience. Et il fait comme s'il n'avait aucune idée qu'il allait être gardien. Mais dès le 2e jour, je suis devenue plus brutale. Et ça m'a plu. Et c'était sadique. Et c'était comme si je m'étais laissé emporter. Il en fait trop et donne l'impression d'être un acteur. Je vais vous laisser regarder ce passage à nouveau rapidement. Chaque jour, je me disais, bon, qu'est-ce qu'on peut faire pour intensifier ce qu'on a fait la veille? Comment peut-on aller plus loin? Pourquoi vouliez-vous intensifier les choses? Je pense qu'il y a 2 raisons. La première, c'est que je croyais vraiment aider les chercheurs à mieux comprendre le comportement humain. D'un autre côté, ça m'intéressait personnellement. Vous savez, je ne peux pas dire que, vous savez, je n'ai pas apprécié ce que je faisais. Peut-être que, vous savez, avoir autant de pouvoir sur ces pauvres prisonniers sans défense, vous savez, peut-être que, vous savez, on en tire un certain plaisir. Donc, pour être clair, c'était un acteur. Il poursuivait un diplôme en art dramatique et, en fait, il est un acteur formé. Et alors que le public pensait que ses participants ne se connaissaient pas non plus, vous savez, on a juste publié une annonce dans le journal et on a eu des réponses. Ensuite, nous avons fait passer quelques évaluations et choisi ce qui, selon nous, conviendrait le mieux. En réalité, ils se connaissaient. Et pendant que David Eshelman court partout, attire toute l'attention et raconte à quel point il a adoré ça et s'est plongé très vite dans ce rôle, il connaissait un autre participant qui, pour une raison ou une autre, était en quelque sorte mis de côté. Des films ont été réalisés sur cette expérience et personne ne voulait parler à John Marks, qui était l'un des individus ayant participé à cette expérience. Et il disait que cette expérience à laquelle nous avons participé, ce que le public sait, on lui a menti. C'est frauduleux. Alors, comment sais-je qu'il dit cela? Eh bien, parce que j'ai trouvé un fil de discussion sur Reddit. Il a fait un AMA sur Reddit, d'accord? Un AMA, c'est « Ask me anything », demandez-moi n'importe quoi. Première chose à penser, Reddit, Kansas. On n'est pas sûr. Faux. On sait que c'est lui parce que, pour prouver son identité, il fournit un lien le concernant. Il montre son permis de conduire californien qui indique qu'il vit à Sausalito, en Californie. Il a aussi brandi une pancarte où il était écrit « Prison Guard 3, 6, 15 » et il dit « Vous voyez, c'est bien moi ». Et puis, pour être doublement, triplement sûr. En fait, j'ai même fait une comparaison côte à côte de son visage. J'ai trouvé sa photo de lycée parce que je suis un peu fou, dans un annuaire scolaire. Et j'ai pu déterminer, car il le précise bien, que c'est la même personne. Donc ce type, c'était du sérieux. C'était John Mark. Et ce qu'il dit dans ce AMA Reddit d'il y a 11 ans, la première chose qu'il veut que les gens sachent, c'est que le mauvais gardien du service de nuit, à savoir David Eshelman, était un ami à moi du lycée, écrit-il. Malheureusement, l'expérience et la façon dont son jeu d'acteur a été interprété comme réel ont faussé les résultats et ont fait que je ne me sentais plus aussi amicale envers lui après cela. Donc ils se connaissaient, ils étaient amis. De temps en temps, poursuit-il, nous nous retrouvons lors de réunions et, à une occasion, il s'est excusé pour son comportement. Puis il continue et écrit, et là ça devient vraiment intéressant. Le prisonnier qui a été retiré de l'expérience à cause d'une crise était le petit frère de l'un de mes amis. D'accord, donc maintenant on se rend compte qu'au moins 3 d'entre eux, et potentiellement plus, se connaissaient. Et même plus parce qu'il écrit, mais je n'ai jamais eu de contact avec lui par la suite. Lorsqu'il a été retiré, il a été remplacé par un nouveau prisonnier qui était en fait un étudiant en master travaillant avec Philippe Zimbardo, c'est-à-dire l'homme qui dirigeait toute l'expérience et qui a été placé comme taupe pour découvrir ce que tramaient les étudiants prisonniers.
Ce nouveau prisonnier, qui était aussi étudiant en master, était également une de mes connaissances. Donc, même si je ne l'ai pas dénoncé, et je suis sûre qu'aucun d'entre nous ne l'a fait, nous n'étions pas censés savoir qu'il faisait partie de l'équipe de recherche, et à ma connaissance, son passé n'a jamais été rendu public. Je savais qui il était. D'accord, parce que cela devient très intéressant. Donc, il dit que, d'après ce qui a été rendu public, certaines personnes ont quitté l'expérience. Ces personnes ont déclaré qu'elles jouaient un rôle. L'un des participants a dit qu'il jouait un rôle. Et il dit maintenant qu'il y a eu cet échange de prisonniers qui n'a pas été rapporté, où un étudiant en master est ensuite entré et est devenu prisonnier. Mais il était en réalité une taupe qui travaillait sous la direction de Philippe Zimbardo. Cette partie est intéressante car beaucoup d'entre vous nous ont écrit à propos du prisonnier numéro 2093, pensant que ce prisonnier dans l'expérience de la prison de Stanford ressemblait beaucoup à Jean-Michel Trudeau. Mais encore une fois, nous ne pensions pas que c'était possible parce que, sur cette photo de profil, le sosie de JMT n'est clairement pas un prisonnier. Il est en train d'écrire des notes, il ne porte pas la bonne tenue de prisonnier. Et puis soudain, il y a beaucoup d'images en niveau de gris où on dirait que ça pourrait être JMT. Mais dans d'autres images, ce prisonnier ressemble à une personne totalement différente. Là, il a les cheveux longs et blonds. Et je me dis, pourquoi ai-je l'impression qu'il s'agit de deux personnes différentes? Parfois, il a l'air d'avoir du poids, et parfois non. Alors j'ai juste essayé de ne plus y penser. L'apparence, tout comme le changement d'apparence, semble étrange. Mais maintenant, ce type dit que non, ils ont changé qui étaient les prisonniers, qu'ils ont envoyé une taupe. Et qui sait ce qui s'est passé parce que Zimbardo a en gros verrouillé les dossiers. Beaucoup d'entre vous disaient « Oh, les noms des participants ». Nous avons trouvé ici les noms des personnes impliquées dans l'expérience. Non, il dit dans son livre qu'il a utilisé d'autres noms pour protéger leur identité. Et il n'a jamais vraiment publié la liste complète des individus, les 24 étudiants dont on nous a dit qu'ils ne se connaissaient pas et qui ont participé à cette expérience. Donc je ne sais pas. Je ne sais pas quoi penser ici, mais maintenant je suis très intéressée. Il y a beaucoup de choses qui se passent en ce moment. Pour être clair, ça pourrait n'être rien. Ça pourrait n'être rien. Comme nous l'avons vu pendant les chroniques de Kamala, quand on commence à enquêter sur certaines choses, parfois on veut que ça colle, ça pourrait coller, puis finalement on se trompe. Et donc, si c'est faux et qu'on obtient plus d'informations, on sera les premiers à vous le dire. D'accord. On aimerait pouvoir simplement poser ces questions et clore le sujet en allant voir Brigitte et Emmanuel. Ils ne veulent répondre à aucune question. J'aimerais demander, genre, Brigitte, au fait, tu pourrais être la première à mettre fin à tout ça. Tu pourrais dire, voilà les dates où j'étais aux États-Unis. Voilà, voici une photo de moi avec ma famille. Je suppose que tu as pris des photos quand tu étais jeune aux États-Unis. Est-ce raisonnable de penser que, quand on voyage, on prend des photos, surtout si on a passé autant de temps là-bas dans sa jeunesse? Brigitte pourrait mettre fin à tout ça. Nous n'avons jamais eu pour but de raconter une histoire qui ne soit pas vraie. Ça ne m'aide pas, ça n'aide pas les gens qui sont chez eux. Mais je deviens de plus en plus intriguée parce qu'on est obligé de se demander ce qui peut bien justifier une réaction pareille de la part d'un président en exercice dans un pays étranger. Qu'est-ce qui peut bien justifier une réaction de la part du président en exercice de ce pays? Pourquoi Trump m'a-t-il appelé aussi rapidement? C'est le genre de chose à laquelle je n'avais pas pensé jusqu'à ce que j'y réfléchisse. À quel point cet appel téléphonique est arrivé vite, juste après le départ d'Emmanuel Macron. Est-ce qu'il y a quelque chose sur lequel nous sommes tombés par hasard, comme ça m'arrive toujours, juste parce que ça m'intéressait? Est-ce que je suis accidentellement tombée sur quelque chose qui pourrait potentiellement impliquer les États-Unis d'une manière ou d'une autre? Qu'est-ce que Brigitte faisait? En fait, qu'est-ce que Brigitte faisait aux États-Unis pendant sa jeunesse? La bonne chose, c'est que, avant tout, vous pouvez nous envoyer un email et nous enquêterons sur tout. Nous inclurons en fait des liens vers tout cela. Skylar, si tu veux prendre note, là ma Reddit, nous mettrons un lien vers ça. Nous mettrons également un lien pour que vous puissiez le voir sur le site du département de la justice. Si vous êtes au Canada, consultez les registres d'expédition pour trouver un Jean-Marie. Toute personne nommée Truong Ngo serait aussi utile. Où que vous soyez dans le monde, il était aussi indiqué dans ce procès que le navire a dévié. C'était l'une des raisons pour lesquelles il poursuivait en justice et que le navire avait dévié de sa trajectoire. Ils disent que le navire s'est arrêté à Anvers. Il y a des gens partout qui peuvent s'impliquer et voir ce que vous pouvez trouver sur Ship Manifest si vous trouvez ce nom de famille.
Et peut-être que vous vous dites, en fait, Candice, je connais le membre d'équipage Jean-Marie Chagnaud et je peux mettre fin à cette histoire tout de suite pour toi. Voici une photo de moi et de mon pote. Nous avons travaillé ensemble sur ce navire et nous avons des photos parce que les gens prennent des photos en grandissant, en travaillant ensemble. Ce serait normal. Merci de nous les envoyer. Nous voulons savoir, nous sommes impatients de savoir. C'est vraiment la piste la plus excitante, je pense, c'est ce Jean-Marie Trunion. Je pense vraiment que cette personne doit au moins faire partie de la famille de Brigitte Macron. Est-ce le père? Le père aurait peut-être été en vie à cette époque. Mais ils ne nous disent rien, donc nous devons enquêter nous-mêmes sur tout ça. Aussi, il y a autre chose que je veux ajouter ici et que j'ai trouvé intéressante. Nous avons retrouvé Jonathan Mark, l'utilisateur de Reddit, qu'il a obtenu son diplôme de Stanford 4 ans plus tard. Il figure dans l'annuaire des anciens élèves de Stanford venant exactement du même endroit. J'ai oublié comment ça s'appelait, quelque chose comme Salsa, en Californie. Il est indiqué qu'il obtient son diplôme 4 ans plus tard, donc c'est encore une question en suspens. Encore une fois, on nous a dit qu'il était censé y avoir toutes ces personnes autour. Je ne sais pas ce qui se passe, mais alors que nous prenons cette semaine de pause, nous allons commencer à examiner et à voir ce que nous pouvons apprendre sur chaque personne impliquée dans cette expérience, car j'ai déjà découvert que quelques-uns d'entre eux parlaient français. Je ne sais pas quelles sont les chances de rassembler des gens au hasard en Amérique, des étudiants diplômés et qu'ils soient français. Ils peuvent aussi parler français. Ça m'intéresse. Mais on essaye peut-être de faire coller les choses, tu vois. On essaye peut-être de faire coller les choses. Et peut-être que ça ne colle pas. Donc, c'est à vous de nous le dire. Ne partez pas, parce que maintenant, je dois vous dire quelque chose à propos de White Lotus. Et je ne pense pas que je n'aurais jamais pensé dire ça dans l'émission. Mais, peuple de Chine, j'ai besoin de votre aide. Peuple de Chine. Qui en fait ne peut pas regarder YouTube, mais je sais que vous regardez cette série d'une façon ou d'une autre à cause des commentaires. J'ai besoin de votre aide pour comprendre un événement historique en Chine. On va y venir dans un instant. D'abord, je veux vous parler de Preborn, parce que chaque battement de cœur raconte une histoire. Chez Preborn, ils aident les mamans à entendre ce battement de cœur. C'est pourquoi je m'associe à Preborn. Preborn ne juge pas les femmes et rend la maternité possible en offrant des échographies gratuites. Ils partagent l'Évangile de Jésus-Christ. Ils restent après la naissance du bébé, offrant un soutien concret comme des couches, des vêtements pour bébé, un logement et une aide financière jusqu'à 2 ans après la naissance, car c'est la véritable compassion centrée sur le Christ. Voici comment vous pouvez en faire partie. Pour seulement 28 $, vous pouvez offrir à une maman une échographie gratuite, une chance de voir son bébé. Quand elle le fait, elle a 2 fois plus de chances de choisir la vie. Preborn veut sauver 70 000 bébés cette année. Ne vous contentez pas de dire que vous êtes pro-vie. Vivez-le dès maintenant. Pour faire un don, il suffit d'appeler le 1-855-60-12229. Ou vous pouvez aller sur preborn.com/Candice. Encore une fois, c'est preborn.com/Candice. Aussi, je veux vous parler de doses parce que le matin chez moi, ce n'est pas de la rigolade. J'ai 4 enfants, 1 million de choses à faire, préparer une émission. D'une façon ou d'une autre, j'essaie quand même de donner le meilleur de moi-même. C'est pourquoi j'aime commencer ma journée avec Dose. Dose est une boutique bien-être tout en un qui soutient la santé intestinale, l'immunité et l'énergie. Tout cela compte quand on n'a pas le temps de ralentir. Avec une grande famille très occupée, ralentir n'est pas une option. Ça me prend littéralement 5 secondes le matin et je ressens la différence toute la journée. Leur best-seller est Dose for Your Liver, qui a été formulé pour nettoyer votre foie des éléments indésirables, aider à la digestion et maintenir le filtre de votre corps. Les résultats cliniques de Dose ont montré une diminution des niveaux d'enzymes hépatiques de 50% chez la plupart de leurs participants. Un shot de Dose for Your Liver équivaut à 17 shots de jus de curcuma. Dose est sans gluten, sans produits laitiers, sans sucre et c'est vegan. Restez fidèle à Dose et vous ressentirez les bienfaits avec le temps. Avec plus d'énergie, vous sentirez votre digestion s'améliorer. Cela réduira les ballonnements, améliorera la fonction hépatique, réduira la sensation de brouillard mental et favorisera un meilleur sommeil. En ce moment, économisez 30% sur votre premier mois d'abonnement en allant sur dosedaily.co/Candice ou en entrant le code Candice au paiement. C'est dosedaily.co/Candice. Ou en utilisant le code Candice pour bénéficier de 30% de réduction sur votre premier mois d'abonnement. D'accord, passons maintenant à la deuxième partie, la Chine. Chine, j'ai besoin de ton aide. Bon, l'Asie, j'ai besoin de votre aide. En fait, parce que l'Inde est aussi un peu impliquée dans cette histoire.
Je parle de recherches très préliminaires. Pendant notre pause, il y a beaucoup de choses que nous devons examiner. Mais l'un des thèmes dont nous avons parlé dans l'émission, ce qui est intéressant, c'est la façon dont la culture semble nous imposer l'idée que l'inceste peut être sexy. Tout récemment, je faisais référence aux sœurs Kardashian. En fait, je crie à ce sujet depuis des années, même à l'époque où j'étais sur Daily Wire en disant « Hé les gars, vous voyez comment elles vendent du parfum, mais Kylie et ses sœurs sont toutes à moitié nues les unes à côté des autres en prenant des poses sexy. » Pourtant, c'est une façon pour elles d'essayer d'implanter cette idée, de nous faire croire que l'inceste peut être acceptable alors que ça ne l'est pas. De la même manière, Heidi Klum, sa fille vient d'avoir 18 ans. Elles ont fait cette publicité où elles étaient à moitié nues. Je ne me souviens plus pourquoi, je crois qu'elles vendaient peut-être de la lingerie. Si ma sœur s'approchait de moi à moins de 6 mètres en bikini, je la plaquerais au sol, d'accord? C'est censé être normal, vous voyez? Mais ils essaient de faire comme si, on est séduisante des sexy, achetez le produit. C'est bizarre. C'est vraiment étrange. Eh bien, laissez-moi vous dire quelque chose. Quelques-uns d'entre vous nous ont même envoyé des emails en disant « Candace, pour rebondir sur ce point, je ne sais pas si tu regardes White Lotus. J'ai regardé les 2 premières saisons. C'est une série de HBO, mais il y a eu de façon assez aléatoire et il y a eu clairement de l'indignation à ce sujet. Ils ont juste, de façon un peu gratuite, introduit ce thème de l'inceste. Je crois que l'histoire, c'est que Skylar, dis-moi à l'oreille, c'était 2 frères, où tu peux parler, Skylar? Je ne sais pas si tu peux parler là-dedans. Bon, apparemment, il s'agissait de 2 hommes. Bon, apparemment, il y a eu une scène de baiser entre 2 frères dans cette série à succès. Tout le monde se demande, pourquoi? Pourquoi est-ce nécessaire? Pourquoi avons-nous besoin d'inceste homosexuel à ce moment précis pour que la série soit bonne? Et l'intrigue parle d'élites qui s'en tirent à bon compte. Et l'hôtel s'appelle Le Blanc, Hôtel Lotus. Personne ne savait vraiment pourquoi cela s'appelait l'Hôtel White Lotus, ou du moins, moi je ne savais pas. Je ne connaissais absolument rien à ce terme, White Lotus. Je pensais que c'était peut-être juste une jolie fleur, je ne sais pas, ou peut-être une sorte d'insecte. Je n'en avais aucune idée. Eh bien, tu ne vas pas en croire tes oreilles. J'ai reçu un autre email et quelqu'un m'a donné un tuyau en disant « Hey, Candice, j'essaie d'accéder à ce fichier, mais j'obtiens le nom de famille Trogno. Et je n'y arrive pas. Quand je clique dessus, je ne peux pas l'ouvrir. » Et ce que j'ai compris en regardant cela, c'est que la personne essayait d'accéder à un livre et que cela le nécessitait. Cette personne a payé 33 $ pour pouvoir comprendre pourquoi Trogno était mentionné dans le contexte de la Chine au XVIIIe siècle. Alors, le XVIIIe siècle, c'est quand même un siècle assez vaste, non? Parce que la Révolution française a lieu en 1789. Et dans l'ensemble, la Révolution française était une révolution sexuelle, d'accord? Et dans ce livre, je vais en fait vous en lire un extrait. Donnez-moi une seconde parce que je l'ai téléchargé. C'est très cher et je vais vous dire ce que ça nous apprend. Cela nous apprend, et je résume ici de façon concise, qu'il y a eu en Chine une rébellion et qu'un groupe de jésuites, enfin pas vraiment un groupe, mais plutôt quelques jésuites, une petite poignée de jésuites, sous le prétexte officiel d'être en mission catholique, sont venus en Chine. Parmi eux, l'un d'eux s'appelait le père Trogno. Je ne plaisante pas, c'est bien son nom. Le nom complet est père. François Théodore Trogno est venu en Chine. Ensuite, ce livre nous explique très rapidement que les catholiques, à cette époque, ont été accusés d'être des membres du Lotus Blanc. Et je me dis, d'accord, c'est intéressant. Qu'est-ce que le Lotus Blanc? Et j'ai alors appris qu'il y avait eu une grande rébellion en Chine. Elle s'appelait la rébellion du Lotus Blanc. Et dans mes premières recherches, j'ai découvert que des aspects de cela. Il y a eu des accusations d'inconduite sexuelle qui auraient eu lieu. Je ne sais pas si cela avait un rapport avec des rituels sexuels tantriques. C'est étrange. C'est bizarre, d'accord, que cela se soit produit d'une manière ou d'une autre. Et puis nous avons appris qu'un père Trogno, et lorsque j'ai fait des recherches, bien sûr, il vient de la région de Picardie en France, qu'un père Trogno était là-bas. Donc je vais vous lire directement ce passage du livre. Le livre s'appelle « Cette souffrance est ma joie » et il ne donne même pas le nom complet du père Trogno. J'ai en fait dû faire des recherches sur le père Trogno après avoir lu ce livre. Mais il nous dit que les soupçons selon lesquels les catholiques étaient liés à la secte du Lotus Blanc ont conduit à une persécution en 1747, au cours de laquelle Martilia,
je vais vous l'épeler. Martiliat. Et d'autres Européens ont été forcés de quitter le Sichuan pour Macao. D'accord, donc c'était des missionnaires français et ils disent qu'ils ont en quelque sorte été accusés, qu'on disait qu'ils étaient accusés de faire partie de la secte du Lotus Blanc, mais il est précisé à la page suivante que sous la direction de Moulinet, qui était un missionnaire jésuite entré en Chine, il fit ensuite venir 3 autres lazaristes, dont les noms étaient les pères Gandon, le père Monet et le père Trognot. Ils ont été envoyés de France et sont arrivés en Chine à la fin de l'année 1733. Et ensuite, ils sont accusés. Donc, en 1733, ils sont en France. Ils entrent en France, ce père Trognot. Et puis, en 1747, ils sont associés à la secte du Lotus Blanc. Donc, je vais te demander, dis-moi plus sur la secte du Lotus Blanc. Si tu vis en Chine, dis-moi les choses que je ne peux pas trouver, parce qu'il semble vraiment y avoir un mur entre ce qui se passe à l'Est et ce qui se passe ici. Quels aspects de cela étaient considérés comme de la perversion sexuelle? Il croit que, je suppose, certains rituels avaient lieu. S'il te plaît, dis-moi plus à ce sujet. Je suis fascinée par cette période en général, comme je l'ai dit, non seulement parce que la Révolution française a eu lieu, mais aussi parce qu'un autre sujet sensible qui a été évoqué dans tout cela, c'est quand j'ai parlé de Jacob Frank. Quand j'ai parlé de ce mouvement franquiste qui a eu lieu à la même époque, il s'agissait d'individus qui formaient une sorte de culte militaire. Ils croyaient au fait de changer constamment de nom. Et le cousin de Jacob Frank était la personne derrière la Révolution française. Ils se sont convertis en masse à l'Église catholique parce qu'ils pratiquaient l'apostasie. Donc, la meilleure façon de faire tomber ses ennemis, c'est de l'intérieur. Donc, faire semblant d'être pieux, d'être catholique, puis détruire l'Église de l'intérieur. Ce sont tous des faits accessibles. Vous pouvez vérifier tout cela par vous-même. Le cousin de Jacob Frank utilisait d'ailleurs 3 noms différents, en Autriche, si vous voulez vous pencher sur la famille von Schönfeld. Il se faisait appeler Moïse Debrouchka, qui était son vrai nom pendant la Révolution française. Quel était son nom pendant la Révolution française? Pouvez-vous faire une recherche? Recherchez Moses Debrouchka, et je pensais que c'était la chose la plus facile à épeler. Mais j'ai besoin de le savoir avant de chercher la solution, car je veux connaître ces 3 noms. Ainsi, les gens peuvent en quelque sorte se renseigner sur cette personne. Mais oui, puis il est entré là-bas et est allé à Strasbourg. Il commence à faire de la publicité parce qu'ils savent que ça a toujours été une question de presse, comme si nous devions contrôler la presse et fomenter des troubles. Et donc maintenant, nous apprenons que, à cette même période, des gens sont accusés de faire des choses en Chine. J'ai besoin de savoir ce qui se passait. Comme est-ce qu'il se passait quelque chose ou pas? Nous y voilà, Moïse Dabrachka. Et il nous dit qu'il était écrivain. Ils sont tous écrivains, poètes et aussi révolutionnaires. Il était le cousin germain de Jacob Frank, comme je l'ai dit, qui prétendait être le Messie juif. J'ai aussi entendu dire que, pendant la rébellion du Lotus Blanc, la personne qui a fini par diriger cette rébellion a proclamé qu'il était un Messie, si je ne me trompe pas. Il y a très peu d'informations que je peux trouver à ce sujet. Encore une fois, ce n'est que le début de la recherche, mais on nous dit qu'il s'est converti du judaïsme à la foi catholique et qu'il a pris le nom de Franz Thomas Schönfeld, d'accord? Donc, il se faisait appeler Franz Thomas Schönfeld. À Vienne, il se faisait aussi appeler Franz Thomas Elder von Schönfeld, puis il s'est fait appeler Moïse Dabrachka. Et oui, ce type-là. Ephraim Joseph Hirschfeld. Hirschfeld était le nom de famille. Ils l'étaient tout simplement, ils étaient francs-maçons au final. Ils étaient pour les principaux activistes de la loge maçonnique. Et ils étaient actifs en Allemagne. Ils furent actifs en Autriche entre 1783 et 1790. Et puis, évidemment, nous savons que la Révolution française a eu lieu à cette époque. Il y a donc beaucoup de processus à suivre. J'ai besoin d'en savoir plus sur les perversions sexuelles qui... Ils étaient accusés de cela dans cette secte du Lotus Blanc, si tant est-ce que ce soit le cas. Peut-être que je me trompe. Je n'en sais rien pour l'instant. C'est justement ça, le but. C'est pour ça qu'on s'adresse à vous, parce qu'on peut activer tout un tas d'enquêteurs. Pauvre Elisa Pallas qui reste éveillée tard en ce moment pour regarder ça. Je pense qu'ils croyaient vraiment que je travaillais avec, genre, des Russes, le gouvernement russe, ainsi qu'avec des politiciens d'extrême droite dans différents pays. Et vraiment... Quand on passera par ce processus judiciaire, ils vont se rendre compte qu'il s'agit simplement de maman et de papa inquiets
de ce qui se passe dans le monde en ce moment partout dans le monde, qui envoient des informations, qui font preuve de diligence raisonnable, qui savent des choses parce qu'ils étaient marins ou capitaines, ou qu'ils ont accès parce qu'ils savent mieux que moi comment faire des recherches et utiliser les centres d'archives. Ils ne savent pas comment réagir. À la vérité, ils ne la reconnaissent pas. Ils ne reconnaissent pas l'intérêt sincère parce qu'ils ont été tellement peu sincères toute leur vie, n'est-ce pas? Quand toute ta vie devient un mensonge soigneusement tissé, tu te sens attaqué lorsque tu vois quelque chose qui est vrai, qui émerge de façon organique. Tu ne comprends même pas ce qui peut croître de façon organique parce que toute ta vie est inorganique. C'est exactement ce qui se passe en ce moment au Palais de l'Élysée. Et donc tout le monde, il y a énormément de thèmes que nous avons abordés aujourd'hui, mais cela va demander l'effort de nous tous. Alors s'il vous plaît, envoyez un email à tipsycandasowens.com avec tout ce que vous pouvez trouver. Encore une fois, pour que ce soit bien clair pour vous, certains d'entre vous m'envoient des noms de personnes qui participent à l'expérience. Il a été très clair sur le fait qu'il utilisait des pseudonymes. Donc vous allez dire prisonneur 2093 Tom Williams. Cette personne n'a en réalité jamais été identifiée. Et comme nous le savons maintenant, il y avait des prisonniers qui échangeaient leur rôle. Nous cherchons les vrais noms. Si vous avez participé à cette expérience, peut-être John Mark, vous pouvez témoigner. Je ne sais pas si vous êtes encore en vie. Je vais me renseigner. Tout cela fait partie de nos recherches. Comme je l'ai dit au début de l'émission, nous explorons toutes les pistes disponibles, car maintenant, nous devons enfin découvrir la vérité sur ce qui est arrivé à Jean-Michel Draganov. Très bien. Avant de passer à certaines de vos questions et commentaires, vous en avez peut-être quelques-uns? Je vais le faire. Je vais vous parler de Pure Talk. Vous avez sûrement déjà entendu « Si ce n'est pas cassé, ne le répare pas ». Ce conseil marche souvent, mais pas vraiment pour un téléphone portable. Avec le temps, la batterie d'un téléphone s'use, le processeur ne suit plus et il a généralement été fait tomber une fois de trop. Grâce à Pure Talk, vous pouvez remplacer votre téléphone portable. En passant chez Pure Talk ce mois-ci, recevez un Samsung Galaxy A36 gratuit avec un forfait éligible à $35. Seulement $35 par mois pour appel, texto, données et un Samsung gratuit avec écran Gorilla Glass résistant aux rayures et une batterie qui dure toute la journée. Tout cela sur le réseau 5G le plus fiable d'Amérique. Soutenir Pure Talk, c'est gagnant-gagnant. Vous divisez votre facture de téléphone par 2. Ils embauchent plus d'Américains et aident plus de vétérans. Faites le changement en 10 minutes. Rendez-vous sur puretalk.com/Owens pour obtenir votre téléphone gratuit aujourd'hui. Encore une fois, puretalk.com/Owens pour passer à mon opérateur mobile et à celui de l'Amérique, Pure Talk. Je vous rappelle American Financing. Si vous vivez à crédit pour payer courses, essence et factures, vous savez que ces taux sont brutaux. Pourquoi payer 20% ou plus aux banques alors que vous pouvez appeler American Financing? Ils proposent des taux hypothécaires autour de 5% et montrent chaque jour comment garder plus d'argent dans votre poche au lieu de le donner aux sociétés de cartes de crédit. American Financing aide les propriétaires à économiser environ $800 par mois grâce à la valeur nette de leur maison pour rembourser leurs dettes à taux élevés. Aucun frais, aucun engagement, juste un appel de 10 minutes avec un conseiller hypothécaire salarié. Commencez aujourd'hui pour retarder 2 paiements hypothécaires et obtenir plus d'argent immédiatement. Alors n'attendez pas. Appelez American Financing au 807-95-12-10. Encore une fois, c'est le 807-95-12-10 ou visitez americanfinancing.net Owens. C'est americanfinancing.net Owens. Voyons ce que vous en pensez. Vous êtes probablement comme moi hier soir quand j'étais comme qu'est-ce qui se passe? Il se passe tellement de choses. D'accord, tout d'abord, nous avons Oziko, merci d'ailleurs pour ce don. Canis, merci pour ton engagement à dire la vérité. Ta voix va bien au-delà des États-Unis et nous sommes tout oui depuis Sydney, Australie. Que ta voix continue d'apporter de la lumière dans les endroits sombres et que tu sois toujours protégé dans la vérité et l'amour. Merci. J'espère te voir bientôt alors que nous attendons cette décision de la Cour suprême. Les gouvernements s'en prennent à moi. Et j'ai été tellement confuse quant à la raison parce que je suis vraiment une bonne personne et je ne suis impliquée dans aucune conspiration. Personne ne me finance pour faire quoi que ce soit, à part les gens qui sont là dehors et qui nous soutiennent. Et je ne sais pas, j'ai juste foi en les gens, vraiment. Je me dis, on peut y arriver. Je n'ai pas l'argent, mais avec votre soutien comme ça et les gens qui achètent et soutiennent mon prochain livre et tout le reste, on pourra le trouver quelque part.
parce qu'on ne peut pas continuer à laisser. Qu'il fasse ça, du genre « Nous allons t'écraser, ruiner ta vie et t'appauvrir parce que tu dis la vérité, car nous ne voulons pas que tu le fasses. » Quelqu'un doit prendre position. Il faut absolument que quelqu'un prenne position. Abdullah écrit, et merci Abdullah, c'est aussi un don vraiment généreux. Extrader Tom Alexandrovitch vers les États-Unis. Oui, c'est bien l'Israélien qui a été arrêté à Vegas. Et oui, Pam Bondi n'a pas pu se précipiter assez vite pour le condamner, comme elle l'a fait quand un étudiant sioniste s'est fait légèrement bousculer sur un campus universitaire. C'était la pire chose qu'elle ait jamais vue. Mais ça, Entertide, que pouvons-nous dire? De Menagerie par Drea Lee. Merci de, je crois, Californie. Vous écrivez SPEA, l'expérience de la prison de Stanford. La personne qui l'a dirigée, le diaporama de suivi de Philippe Zimbardo, indiquait, je cite, « Moins bonne nouvelle, Sarge, c'est-à-dire le prisonnier 2093, a ensuite été arrêté pour vol de matériel de haute technologie. Je n'ai trouvé aucun casier judiciaire, au cas où quelqu'un d'autre pourrait en trouver un. D'accord, c'est une bonne chose que tu soulèves. Le prisonnier 2093 a ensuite été arrêté, selon Philippe Zimbardo, pour vol de matériel de haute technologie. Est-ce que ça pourrait être genre un électroaimant? Un procès pour électroaimant de 8000 livres? Je ne sais même pas ce qu'on fait avec 8000 livres d'aimant. Je plaisante, là. Je sais que ça va finir par apparaître dans un procès ultérieur. Oh, tu l'as accusé d'être cette personne. Non, je dis juste que c'est intéressant. Je ne sais vraiment pas littéralement ce qu'on fait avec 8000 livres d'aimant. Peut-être que quelqu'un pourra me le dire. Argono écrit « Les éloges constants de Trump envers Israël semblent sincères. Ça ne ressemble pas à du chantage. Israël égale Dieu, la Bible. Et il pense que Dieu le sauve à Butler. C'était un signe divin de faire ce qu'Israël exige. C'est son expiation. Je ne pourrais pas être plus en désaccord avec toi. Évidemment, ce n'est pas sincère quand tu nous manipules à propos de Jeffrey Epstein. C'était sincère. Il pensait juste que c'était une mission. Il n'aurait aucun problème à nous parler de Jeffrey Epstein parce qu'il n'y a aucune chance qu'il pense que sa mission divine, soit de protéger un pédophile condamné. Donc je rejette fermement l'idée que cela soit simplement motivé par le fait qu'il pense que c'est son expiation dans la vie. Il a peur de quelque chose dans les dossiers. On peut deviner de quoi il s'agit. On n'en a pas vraiment une idée claire, mais je ne pense pas que ce soit Dieu qui le sauve. Heartless écrit « Salut Candace, Hollywood rend l'inceste plus acceptable ou le romantise aussi dans House of the Dragon, Game of Thrones et A Simple Favor, entre autres. Pourquoi les livres et les films de fiction ont-ils besoin d'un thème incestueux? Ils n'en ont pas besoin. Mais comme nous le savons, la culture, comme ils l'ont étudiée, c'est ainsi que l'on infecte les esprits. N'oubliez pas Netflix. Sigmund Freud, un parent, a fondé Netflix, non? C'est ce qu'ils font. Ils connaissent le pouvoir de la télévision. Ils sont littéralement en train de nous raconter une vision, de nous dire que c'est acceptable. C'est pourquoi ce livre, Hollywood Babylon, est même important. C'est pour cela qu'ils transforment les gens en stars et qu'ils font faire aux stars des choses qui semblent scandaleuses parce qu'ils savent que cela va créer des adeptes car les gens vont les regarder et adorer les stars. Comme nous l'avons appris dans Hollywood Babylon, le livre, ils essayaient littéralement d'en faire une religion. Donc vous êtes endoctrinés dans une religion à travers la culture. La question est, de quelle religion s'agit-il? Quelle est cette religion qui veut que les hommes deviennent des femmes et que les femmes deviennent des hommes? Et qui veut nous faire glorifier l'inceste comme un thème? De quelle religion s'agit-il exactement? La chose la plus proche que j'ai pu trouver serait Jacob Frank, les franquistes qui étaient derrière la Révolution française. Ce serait la chose la plus proche que j'ai pu trouver qui imite cela. Apostasie, mensonge, propagande, écriture, publication, changement de nom comme les gitans, infiltration et pratique de l'inceste comme un droit. C'était kabbalistique, c'est simplement un fait. Et ils n'aiment pas que vous en parliez. Alors peut-être devrions-nous arrêter d'en parler ou faire une pause d'une semaine pour pouvoir faire des recherches et revenir avec du feu pur quand nous reviendrons avec la saison 2 de Becoming Brigitte. Préparez vos moteurs, les gars. Je suis de nouveau en contact avec Xavier Poussard. Ça va devenir très intéressant. Ce n'est certainement pas ce qu'Emmanuel Macron pensait qui allait arriver. Emmanuel Macron, je continue de le penser. Je te perçois comme une victime. Je le pense vraiment. Et je n'arrive pas à imaginer ce que c'est. Je ne pense pas que tu connaisses autre chose que le jeu d'acteur.
Je pense qu'à ce stade, après avoir joué la comédie comme nous le savons, toute ta vie, depuis que Brigitte t'a poursuivi, si quelqu'un entrait et disait « couper », je pense que tu pourrais avoir l'impression de ne même plus savoir qui tu es. Genre, qu'est-ce que tu veux dire? C'est ce que j'ai toujours fait. Et donc, j'ai de la sympathie pour le garçon de 14 ans qui était dans cette école qui jouait un rôle. Et je ne peux qu'imaginer, enfin, je ne sais pas. Je ne sais même pas comment tu pourrais un jour réussir à remettre le génie dans la bouteille. Donc, tu te bats contre moi parce que tu dois accepter que cette réalité est réelle, que tout ce qui t'est arrivé est acceptable. Lire le livre de Sigmund Freud que je lis en ce moment, L'assaut contre la vérité, que je lis dans mon club de lecture, me fait vraiment prendre conscience. Que les victimes peuvent devenir les défenseurs les plus fervents de leurs oppresseurs. C'est la réalité. Je veux dire, la façon dont tu as défendu et le LA. Le palais d'État a essayé de mentir alors que nous avons vu Brigitte Macron poser physiquement les mains sur toi. C'est stupéfiant. Ton instinct a été de protéger la personne qui t'avait frappé et de mentir au public, de manipuler le public. Tu es en colère contre le public parce qu'il sait. C'est fascinant. Tout cela est vraiment fascinant. Et nous allons arriver à quelque chose. Ce que c'est, je ne le sais pas. Pendant que nous sommes absents, si vous appréciez ce contenu et que vous souhaitez investir dans notre série, rendez-vous sur CandaceOwens.com, inscrivez-vous, achetez un t-shirt #FreeManual pour soutenir ce procès. Parce que eux, ils ont de l'argent, beaucoup d'argent, et nous non. Ce sont juste les faits. Pour eux, ça ne s'arrête jamais, et ils le savent. Et je vais rester optimiste. Aussi, si vous ne pouvez pas, parce que parfois les gens traversent des périodes financières difficiles, priez pour nous. Les prières fonctionnent. Je crois qu'elles nous ont protégés et gardés en sécurité. Et comme j'ai prié pour que des choses, des informations, nous tombent dessus afin que nous puissions découvrir la vérité avant même d'arriver au tribunal. Et je pense que nous sommes un pas plus près. Qui est Jean-Marie Trognon? Avec un peu de chance, nous aurons plus d'informations à vous donner lorsque la saison 2 de The Becoming Brigitte débutera dans un peu plus d'une semaine. On se retrouve à ce moment-là.